La PCR, polymérase chaîne réaction en anglais, il s'agit d'une réaction en chaîne qui sera réalisée grâce à la polymérase, grâce à l'ADN polymérase. Alors, la PCR, c'est une technique d'amplification de l'ADN. Donc ça veut dire qu'à partir d'un petit fragment d'ADN, on va pouvoir obtenir des quantités très importantes qui serviront, donc ces quantités importantes vont pouvoir servir à différentes analyses. Bon, donc juste une petite, une petite colle avant de commencer. C'est à quoi était due la déficience visuelle du découvreur du daltonisme, donc John Dalton. Pour avoir la réponse, eh bien, ce sera en fin de cours. Alors, essayons de présenter globalement la technique avant de s'appuyer sur des documents qui sont un petit peu plus élaborés, qui vont vous permettre de mieux comprendre. Mais disons globalement, bon, vous avez un certain nombre de choses à comprendre, vous les premières de spécialité. Bon, on ne vous demande pas l'impossible, simplement de comprendre la technique de base qui va permettre, à partir d'un petit brin, d'obtenir une grande quantité d'ADN. Donc ça va se décomposer en plusieurs étapes, ce que je vais vous dire. Donc PCR, on va voir en quoi c'est une technique révolutionnaire. Ensuite, nous allons parler brièvement du principe de la PCR. Puis nous allons essayer de réaliser une amplification en chaîne de l'ADN à partir d'un logiciel. Alors nous n'allons pas lancer le logiciel, nous allons simplement en parler. Et ensuite, une fois que je vous aurai présenté de manière globale ces trois choses, eh bien, je vais vous détailler un petit peu plus à partir d'une animation, puis vous expliquer 2-3 choses en plus, avec notamment des applications dans divers domaines. PCR, technique basée sur le processus de réplication de l'ADN. On va se poser le problème suivant, sur quel principe la technique de PCR fonctionne-t-elle? Évidemment, il faudra faire la relation avec la réplication. Nous avons vu dans un autre cours que la réplication est un mécanisme semi-conservatif. Donc ça veut dire qu'à partir d'un brin mère, à partir de 2 matrices parentales, on va obtenir 2 brins néoformés, donc qui seront des brins fils entre guillemets, et on conservera la moitié du matériel génétique à chaque fois, et la moitié du matériel sera nouvellement formé. Quand je dis la moitié du matériel, je parle des 2 brins de l'ADN, donc qui est une double hélice, et ces 2 brins sont reliés par des liaisons hydrogènes entre les différentes bases azotées, c'est-à-dire adénine se fixera à la thymine par des liaisons hydrogènes, et vice-versa, et la guanine se fixera à la cytosine par des liaisons hydrogènes, et vice-versa. Donc, on verra qu'au cours de la dénaturation, par exemple, qui est une des 3 étapes de la PCR, eh bien, il y aura séparation des 2 brins, donc les liaisons hydrogènes seront rompues. Mais, commençons par essayer de voir en quoi la PCR est une technique révolutionnaire. Eh bien, l'amplification en chaîne par la polymérase, ou PCR, c'est une technique qui a été imaginée par un chercheur qui a obtenu le prix Nobel en 1993, un prix Nobel de chimie. Il s'agit de Mullis, donc Kary Mullis. Donc il a découvert qui a imaginé en tout cas cette technique en 1985. Bon, donc c'est une technique très astucieuse, comme vous allez le comprendre par la suite. Donc cette technique permet de multiplier très rapidement et de manière très amplifiée une séquence d'ADN qui est très petite ou relativement petite. En effet, si par exemple on prend une scène de crime, quelquefois les quantités sont très faibles. Et bien à partir de cette faible quantité, on va pouvoir amplifier la quantité de l'ADN et donc procéder à des analyses un petit peu plus poussées pour essayer de découvrir éventuellement le criminel ou simplement l'ADN de la victime. Bon, il y a plein de choses dans le domaine de la criminologie, donc il y a plein de choses intéressantes à faire qui permettent de trouver rapidement le coupable. Bon, c'est pas toujours simple. Donc à partir de la PCR, on peut obtenir de très très grandes quantités d'ADN. Donc il est possible d'analyser cet ADN. Bon. Ça peut être un cheveu, une trace de sang, ça peut être n'importe quoi, tout ce que vous pouvez imaginer qui contiendrait cette infime quantité. Voilà.
Donc, quel est le principe de manière globale, avant que je détaille un petit peu plus tout à l'heure? Principe de la PCR, eh bien, elle repose sur la connaissance des mécanismes de réplication de l'ADN, qui est un mécanisme de réplication semi-conservative. Donc c'est très important, puisque la dénaturation des brins d'ADN va permettre de séparer les liaisons hydrogènes, donc de séparer les deux matrices d'ADN, c'est-à-dire les deux brins parentaux, et de fixer, après hybridation, donc, enfin, selon une technique que l'on appelle l'hybridation, donc fixer ce que l'on appelle des amorces, qui sont des petits morceaux d'ADN, qui vont permettre l'accrochage des ADN polymérases ensuite. Et ces ADN polymérases vont faire ce que l'on appelle l'élongation, c'est-à-dire qu'elles vont alors en allant dans des sens opposés, elles vont polymériser, c'est-à-dire fixer en fait les nucléotides sur le brin matrice, donc sur le brin d'origine. Donc on aura toujours ces brins parentaux et on aura deux nouveaux brins formés. Donc un cycle complet dure à peu près 1 minute. Donc je répète, en utilisant cette fois-ci les températures, la PCR repose sur des connaissances des mécanismes de réplication ainsi que sur les propriétés de séparation et d'association des brins, donc qui vont varier. Donc cette technique va être différente selon la température. On chauffe à 95 degrés, par exemple, on va provoquer la séparation des deux brins, c'est-à-dire la dénaturation. Puis ensuite, on va baisser la température vers 50-60 degrés, 60 degrés à peu près, et on va initier la réplication en faisant ce que l'on appelle une hybridation. Et ensuite, on va réaliser l'élongation, c'est-à-dire l'ADN polymérase, qui est une TAC polymérase, en fait, va agir à une température de 72 degrés à peu près. Alors, la mise en œuvre de cette technique a été rendue possible par la découverte chez des bactéries, des sources chaudes, donc dans les fumeurs noirs, entre autres, d'ADN polymérases, que l'on appelle des TAC polymérases, qui sont capables de fonctionner à des températures employées qui peuvent aller... Alors, ces TAC polymérases, en fait, qui proviennent des bactéries des fumeurs noirs, admettons, sont capables de résister à des températures de 100 degrés. Mais on réalisera l'élongation, donc la polymérisation, à une température de 72 degrés. Donc ces enzymes, ADN polymérase, donc ces TAC polymérases, sont capables de résister à 100 degrés. Elles sont évidemment capables de résister à 72 degrés. Bon. Donc cette technique de PCR va reposer sur une astuce. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que les ADN polymérases humaines, elles, ne résistent pas pratiquement à des températures de 60 degrés. Donc vous voyez, c'est déjà en soi, c'est une petite astuce d'avoir trouvé les TAC polymérases chez ces bactéries correspondant à ce que l'on trouve dans les fumeurs noirs au niveau des dorsales océaniques. Donc la technique de PCR repose sur une astuce, c'est que les molécules d'ADN obtenues à chaque cycle vont servir elles-mêmes de matrice pour l'étape suivante. Donc sachant qu'un cycle dure à peu près 1 minute en utilisant un logiciel spécial, donc dans ce que l'on va appeler un thermocycleur, c'est pas vraiment un logiciel, mais à partir d'un logiciel, on peut commander en fait la PCR et puis faire en sorte que dans le thermocycleur, bien l'ADN se trouve en quantité importante. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Alors essayons de voir, en associant les 3 techniques dénaturation, hybridation et élongation, essayons de voir à quelle température se déroulent les choses et à quel moment se font ces 3 étapes. On met une température de 95 degrés. On provoque ce que l'on appelle la dénaturation, c'est-à-dire la séparation des 2 matrices d'ADN, donc des 2 brins d'ADN. Donc ça dure un certain temps, très peu de temps, bien moins d'une minute, puisque le total dure une minute. Ensuite, on porte la température à 60 degrés. Et à 60 degrés, on va faire ce que l'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va fixer dans le thermocycleur, en fait, on met les composés. Ça se fait tout seul. Donc il y aura les amorces, c'est-à-dire qui sont des petits morceaux d'ADN qui vont permettre l'accrochage des ADN, donc des TAC polymérases, des ADN polymérases.
Et à partir de ces amorces, eh bien, elles vont pouvoir faire la troisième étape. Et là, on bascule à 72 degrés Celsius, température optimale d'action des TAC polymérases. Et on va faire donc il va y avoir ce que l'on appelle l'élongation. C'est-à-dire que les TAC polymérases vont fabriquer des brins d'ADN complémentaires des deux matrices. Donc voilà, donc tout cela, ça dure un cycle, ça dure 1 minute, donc cycle 1, 2, 3, 1 minute. Et après, on peut amorcer le deuxième cycle qui va durer également 1 minute. Alors on répète le phénomène, c'est-à-dire on fait la dénaturation à 95 degrés. Puis, donc ça veut dire que tous les brins d'ADN, donc là il y en a à partir d'un brin, là on a obtenu 4 brins, enfin 2 brins en tout cas. Et à partir de chacun des 2 brins, on obtiendra 4 brins. Alors on fait d'abord, avant d'obtenir ces 4 brins, on monte la température à 95 degrés. Il y a une dénaturation, donc séparation de tous les brins parentaux. Et ensuite on bascule à une température, donc on bascule le thermocycleur à une température de 60 degrés, où il y a à ce moment-là, une fois qu'il y a eu la dénaturation, c'est-à-dire la séparation des brins, donc rupture des liaisons hydrogènes, eh bien, l'hybridation permet de fixer les amorces, alors que l'on met en quantité sursaturée, donc saturée en tout cas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amorces par rapport au nombre de matrices ADN. Donc de manière à ce qu'on ne manque pas d'amorces et qu'ils se fixent de manière spécifique, puisque ces amorces se fixent sur la matrice, donc aux 2 extrémités de la séquence que l'on veut amplifier. On a une séquence à amplifier. On fixe les matrices, donc là on a les 2 brins, on fixe une matrice à cet endroit-là et à l'autre endroit une fois que les matrices se sont dupliquées, se sont séparées, je veux dire. Voilà, donc on a de chaque côté du brin, donc des 2 matrices à amplifier, on a fixation des matrices, c'est-à-dire des petites portions d'ADN qui se fixent de manière complémentaire sur les matrices aux extrémités de l'ADN que l'on veut séquencer, que l'on veut amplifier, je veux dire. Et à ces endroits-là de la matrice vont venir se fixer, alors là on était à une température de 60, on rebascule sur 72 degrés, et à ce moment-là, les ADN polymérases vont venir se fixer sur les matrices, sur les amorces, donc sur la matrice en parallèle aussi, et donc elles vont élonguer de manière, donc elles vont faire la réplication, c'est-à-dire de manière semi-conservative. Voilà, et puis on fait un 3e cycle où on recommence, donc ça veut dire qu'on bascule la température à 95 degrés, ça dénature tous les brins, et on met ensuite à une température de 60 degrés de manière à ce que les amorces puissent se fixer. Donc on laisse un certain temps, très court, et puis ensuite on bascule à une température de 72 degrés, et à ce moment-là, à nouveau, la réplication de tous les brins se forme, et on a là 2, 4, 6, 8 brins qui sont, 8 molécules d'ADN qui sont formées grâce à cette technique, et puis ensuite on continue, on double à chaque fois. Donc si un cycle dure 1 minute, 4 cycles durent 4 minutes, et vous voyez, si on fait 30 à 40 cycles, on obtient une quantité vraiment très importante d'ADN, donc de molécules d'ADN. Donc vous voyez que c'est là une astuce, une technique simple mais très astucieuse. 3e point, après avoir vu que la PCR est une technique révolutionnaire, après avoir vu le principe global de la PCR, essayons de voir en quoi la réalisation d'une amplification en chaîne de l'ADN est intéressante. Alors, l'activité pratique, l'objectif sera de réaliser une amplification suffisante d'un ADN pour que celui-ci soit identifiable et que l'on puisse le séparer par électrophorèse. Nous allons en parler après. Donc, les amorces sont bien sûr choisies de manière à ce que donc pour cibler le fragment d'ADN que l'on recherche évidemment. Donc, il y a plusieurs types d'amorces, il faut choisir la bonne. Ensuite, si le fragment est amplifié, la quantité sera telle que cet ADN deviendra détectable. S'il n'est pas amplifié, on ne pourra pas le détecter par électrophorèse. Alors il faut bien respecter l'ordre du protocole, et puis faire en sorte que les choses se déroulent au mieux. Alors nous allons parler de la technique d'électrophorèse après.
Là, si on veut regarder, alors, si on veut regarder dans ce qui se passe donc au niveau du suivi de l'amplification qui se déroule dans le thermocycleur, alors il faut introduire les données, que je ne vous dirai pas ici, essayer de trouver sur Internet donc des documents qui correspondent à ce que vous allez voir dans le thermocycleur. Alors, je peux éventuellement bon non, enfin je vais pas vous montrer les cycles parce que si je vous décris ce que je vois sur l'écran, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc contentez-vous de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en fait. Et puis là, essayons de voir, une fois qu'on a amplifié l'ADN, en fait, on fait ce que l'on appelle la technique d'électrophorèse qui va permettre de visualiser les fragments d'ADN en les faisant migrer dans un gel d'agarose soumis à un champ électrique. En effet, l'ADN, dû au groupement phosphate qui rendent négative la molécule d'ADN, eh bien, on va provoquer un champ électrique et ces brins d'ADN vont se diriger au cours de l'électrophorèse vers le pôle positif. Donc, il y a un niveau de départ, en fait, donc on fait un dépôt de l'ADN qui a été amplifié, et on peut faire un témoin en même temps, donc il y a une très petite quantité, et on va voir que là où le dépôt est amplifié, enfin là où l'ADN est amplifié, le dépôt devient, donc le fragment d'ADN recherché est très important. Alors, les techniques d'électrophorèse permettent de visualiser les fragments d'ADN en le faisant migrer dans un gel d'agarose soumis à un champ électrique, comme je vous ai dit. L'ADN a une charge négative et il va migrer donc vers l'anode, c'est-à-dire vers la charge positive. Ensuite, l'ADN, il faut le révéler grâce à un colorant qui sera fluorescent. Et cependant, la visualisation directe n'est possible que si la quantité d'ADN est suffisamment importante. Donc on met un tube témoin qui va contenir tous les éléments, mais qui ne sera pas placé dans le thermocycleur. Donc de manière à ce qu'on n'amplifie pas donc ce témoin qui servira de référence en fait, et ensuite on fait un dépôt à partir d'un tube qui contient tous les éléments qui sont placés dans le thermocycleur et qui ont subi 5 cycles d'amplification par exemple. Et là on voit bien que ce que l'on révèle sur le gel d'électrophorèse est vraiment l'ADN amplifié. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous préciser d'autres petites choses, essayer d'approfondir un petit peu pour ceux qui le souhaitent. Donc, nous allons parler de la réaction de PCR en animation. Nous allons essayer de voir une animation. Alors, vous n'allez pas la voir, et c'est à vous de la trouver. Vous allez sur le site, par exemple, ressources numériques en biologie. Au niveau de la biologie moléculaire, vous allez voir que la réaction du PCR est proposée, la PCR est proposée. Donc nous allons voir dans une première étape la réaction de PCR en animation, et ensuite je vous présenterai l'optimisation de la réaction PCR. Commençons par essayer de comprendre, de voir à travers une animation. Alors l'historique, cette technique, donc je fais simplement la lecture de ce que je vois sur Biomédia, notamment au niveau de la PCR évidemment, au niveau du sommaire, que vous pourrez retrouver facilement. Donc au niveau de l'historique, cette méthode de biologie moléculaire a été mise au point en 85 par Mullis, comme je vous ai dit précédemment, et qui a bien obtenu le prix Nobel de chimie en 93. Ce procédé a été révolutionnaire, couplé à l'utilisation d'une ADN polymérase qui est thermorésistante, que l'on avait appelé la TAC polymérase, qui permet d'obtenir, sans aucun clonage, une amplification considérable d'un fragment donné. Alors, quel est globalement le principe de la PCR avant de passer à l'animation ? La réaction PCR permet d'amplifier in vitro, donc en tube à essai, une région spécifique d'un ADN ou d'un acide nucléique. Alors, ça pourrait être un ARN également. Une amplification afin d'obtenir une quantité suffisante pour détecter ce fragment d'ADN et l'étudier ensuite, notamment l'isoler par exemple par électrophorèse, mais on peut faire également des études beaucoup plus poussées. Alors pour ce faire, on a une série de réactions qui vont permettre la réplication selon un mécanisme semi-conservatif, donc d'une matrice d'ADN qui est double brin évidemment,
et cette réaction est répétée en boucle. On a vu tout à l'heure que chaque cycle durait 1 minute et on avait fait l'étude sur 4 cycles. Bon, au cours de la PCR, les produits obtenus à la fin de chaque cycle vont servir eux-mêmes de matrice au cycle suivant et l'amplification se fait donc de manière exponentielle. Alors, pour avoir la réplication d'un ADN double brin, on agit en 3 étapes, comme je vous ai dit précédemment. Première étape, il faut dénaturer l'ADN pour obtenir des matrices simples brins. C'est bien ce qu'on appelle la dénaturation, c'est-à-dire la séparation des 2 brins. On sépare, on enlève, on neutralise en tout cas, ou on enlève les liaisons hydrogènes, et de ce fait-là, les 2 brins se séparent. Deuxièmement, on peut alors borner et amorcer la réplication de la séquence à amplifier à l'aide d'oligonucléotides amorces spécifiques. Ce sont les fameuses amorces. Et c'est ce que l'on appelle la technique d'hybridation. En fait, c'est l'hybridation. Simplement que ces amorces vont venir se fixer de manière complémentaire aux extrémités de la matrice dont l'ADN correspondant à ce que l'on veut amplifier se trouve de part et d'autre. Donc les matrices se fixent bien. Alors on a une matrice, on a une amorce par matrice. Donc ça veut dire on a 2 matrices et on verra que l'ADN polymérase va agir, va faire la réplication au niveau de chaque brin dans des sens opposés. Donc la 3e étape, ce sera réaliser la réaction de polymérisation du brin complémentaire et à la fin de chaque cycle, les produits sont sous forme d'ADN double brin. On a bien eu polymérisation grâce au Taq polymérase. Donc les 3 étapes constituent ce que l'on appelle le cycle de PCR. Ces 3 étapes sont effectuées à des températures différentes. On avait vu que dénaturation, c'était 95 degrés. L'hybridation grâce à des amorces se fait à 60 degrés. Et ensuite, l'élongation, donc la réplication en elle-même, se fait à une température de 72 degrés, à condition, bien entendu, que l'on utilise les Taq polymérases qui sont thermorésistantes, évidemment. Donc les différentes températures permettent de contrôler l'activité enzymatique donc de la polymérase. Bon, alors, il y a d'autres enzymes mais qui servent pour autre chose, des ligases, etc. Mais on n'en parle pas. On parle simplement de l'ADN polymérase. Pour effectuer cette transition de température, les microtubes contenant le mélange réactionnel, les microtubes en tout cas contenant le mélange réactionnel sont placés dans un appareil qui va programmable. C'est ce que l'on appelle le thermocycleur dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors vous pouvez voir le détail d'un thermocycleur en trouvant des informations sur Internet. Alors j'avais le document devant moi, mais je ne vous en ai pas parlé pour ne pas vous ennuyer, parce que à force de parler, ça finit par devenir agaçant si on n'a pas le document devant soi. Donc je vous ai... Cet appareil présente un bloc chauffant qui permet d'exposer les tubes qui contiennent le mélange réactionnel à des températures choisies pour des durées déterminées par l'expérimentateur. Donc la PCR est extrêmement rapide et ne dure que quelques heures, 2 à 3 heures pour une PCR de 30 cycles. À peu près. Alors maintenant, essayons de voir l'animation en elle-même, c'est-à-dire que on va essayer de mieux comprendre. Donc on a une région à amplifier, etc. On va voir qu'il y aura des amorces à fixer, on va utiliser la Taq polymérase, donc la PCR. Elle permet d'obtenir un grand nombre de copies d'une région définie d'un ADN. C'est une réaction cyclique de polymérisation qui utilise un couple d'oligonucléotides amorces et une enzyme ADN polymérase thermostable que l'on appelle la Taq polymérase. Alors, première étape, on a une certaine région à amplifier. Donc ça veut dire on a une double chaîne, une double hélice en fait. On présente l'hélice de manière linéaire dans le schéma et on s'aperçoit qu'on a bien notre molécule d'ADN. Les 2 brins sont reliés par des liaisons hydrogènes, au niveau des nucléotides, au niveau des bases azotées, donc AT et CG. Donc dans ce mélange réactionnel, en plus de l'ADN à amplifier, donc qui va correspondre à ce que l'on appelle la matrice, il faut 4 choses. Un couple d'amorces oligonucléotidiques spécifiques, donc ce sera pour l'étape numéro 2 que l'on fera à 60 degrés.
Il faudra une ADN polymérase thermostable, donc la Taq polymérase dont nous avons parlé, et qui est résistante à des températures de 100 degrés, mais avec une activité optimale à 72 degrés. Donc on se placera bien à 72 degrés, alors que la polymérase humaine, elle, est détruite à 60 degrés. Donc on voit bien que c'est une technique astucieuse, et notamment avoir trouvé cette Taq polymérase relève de quelque chose quand même d'assez intéressant. Il faut également les 4 désoxyribonucléotides triphosphate, donc c'est-à-dire le DATP, correspondant à l'adénine, donc désoxyadénosine triphosphate, le DTTP, le DGTP et le DCTP. Et il faut alors on n'en a pas parlé, mais il faut un tampon, le tris HCl, qui contient il faut également donc des cations bivalents et monovalents, donc ça on n'en parle pas trop. Chaque cycle est une succession de 3 étapes, comme on a dit. Alors en fait, je répète un petit peu les choses. Une dénaturation en simple brin de l'ADN, donc ça veut dire à partir d'un double brin, on obtiendra 2 brins isolés. L'hybridation des oligonucléotides amorces, donc ce sont des amorces qui vont se fixer à chaque extrémité de la région amplifiée, sachant que on aura une seule amorce par matrice, mais les amorces se trouvent aux deux endroits opposés de la région à amplifier. Et ensuite, troisième chose, donc la polymérisation des brins inverses complémentaires des brins matrices. Donc ça veut dire simplement que la Taq polymérase, elle va agir dans des sens opposés. Alors, région amplifiée toujours, on a toujours un certain nombre de nucléotides, donc on a l'ADN, le polynucléotide avec les régions, donc les 2 brins se sont séparés. C'est ce que l'on appelle la dénaturation, donc c'est le cycle, on parle du cycle 1 ici, à 95 degrés, donc on a bien la dénaturation de l'ADN, sans destruction. L'ADN ne se détruit pas du tout, simplement les liaisons hydrogènes ne sont plus efficaces et les 2 brins se séparent. Donc elle est réalisée à une température d'à peu près 95 degrés. À cette température, les liaisons hydrogènes qui maintiennent l'ADN double brin sont rompues et à la fin de cette étape, on obtient de l'ADN simple brin qui va être prêt pour l'hybridation avec les oligonucléotides amorces que l'on va voir dans cette étape. Donc voilà. On a la région toujours de l'ADN amplifié sur le schéma et on a bien fixé de chaque côté les matrices, enfin pas les matrices, mais les amorces plutôt. Donc les séquences des oligonucléotides amorces sont choisies pour former les limites de la séquence ADN qui doit être amplifiée. Donc on a un brin en haut, un brin en bas, et on a une amorce ici, une amorce là. Bon. Donc chaque oligonucléotide fait à peu près 20 à 30 nucléotides environ. Donc ça veut dire les amorces. En fait, les amorces contiennent 20 à 30 nucléotides. Donc comme ces amorces sont complémentaires de l'ADN, la fixation sur la matrice se fait automatiquement. Ça va de soi en fait, puisqu'il y a une complémentarité entre les différentes, une petite séquence à l'extrémité de la séquence à amplifier. Il y a une certaine séquence et sur l'amorce il y a la séquence opposée. Donc si on a ATC sur la matrice par exemple, on aura donc A. Donc de l'autre côté, sur la matrice, sur l'amorce, on aura T, et si on a T, donc AT, si on a T sur la matrice, on aura A sur l'amorce, etc., etc. Et pareil, de l'autre côté, donc sur l'amorce, sur la matrice du bas, sur l'amorce qui sera à ma droite, c'est le même principe. Bon. Mais pas forcément la même séquence, évidemment. Parce que l'ADN n'a pas la même séquence partout. Donc ce sont deux amorces qui ont des séquences différentes, évidemment. Donc l'hybridation, c'est ce que l'on appelle l'hybridation de ces oligonucléotides amorces, doit se faire à la même température d'hybridation, que l'on appelle TA, grand T, petit a, et inférieure à 5 degrés à la température de demi-dénaturation, que l'on appellera grand T, petit n. Donc je répète, l'hybridation des oligonucléotides amorces doit se faire à la même température d'hybridation TA, inférieure à 5 degrés à la température de demi-dénaturation Tm. Donc TA, autrement dit, c'est Tm moins 5 degrés.
Et la TM, elle dépend de la composition des bases, de la séquence d'ADN considérée selon une formule compliquée. Bon, la formule, je peux vous la donner, c'est TM, c'est égal 2 fois, entre parenthèses, A plus T, plus 4 fois, entre parenthèses, C plus G. Bon, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux brins d'ADN sont dénaturés, deux matrices se fixent aux deux extrémités de la région à amplifier. Bon, c'est ce qu'il faut retenir, en fait. Ensuite, les ADN polymérases, en fait, c'est la troisième étape qui se réalise à 72 degrés, alors que l'étape précédente se faisait à 60 degrés, et 95 pour la dénaturation, hein, vous n'oubliez pas. Mais pour la fixation des amorces, c'était à 60 degrés. Et là, on rebascule au niveau du thermocycleur à une température de 72 degrés. Les tags polymérases font leur travail, c'est-à-dire qu'elles vont faire la réplication selon un modèle semi-conservatif, évidemment. Mais bon, c'est un petit peu spécial parce qu'on a la réplication qui se fait, mais sur chaque matrice, en fait. Donc, bon. Pour réaliser la réaction de polymérisation en chaîne, l'ADN polymérase utilisé doit pouvoir résister au passage répété de haute température, et c'est tout là l'intérêt d'avoir découvert cette tag polymérase qui provient d'un organisme thermophile qui est particulièrement indiqué pour la réaction PCR. Donc cette tag polymérase est très indiquée pour cette PCR. La température de polymérisation de cette tag polymérase est de 72 degrés, comme je vous l'ai dit, température optimale d'action de cette enzyme. Et comme tous les ADN polymérases, elle effectue la polymérisation à partir d'une extrémité. Alors, bon, on dit c'est l'extrémité 3'OH. Hein, bon. Donc, libre, évidemment, et d'une amorce dans le sens de synthèse 5' vers 3'. Bon. Donc, voilà pour la polymérisation. Et à la fin du cycle, évidemment, on a toujours, donc à l'issue du premier cycle de PCR, nous avons donc deux types de molécules d'ADN partiellement double brin, nouvellement formés, mais aucun des deux brins d'ADN ne correspond à la taille attendue. Un nouveau cycle PCR peut commencer. Donc ça veut dire qu'on a amplifié de l'ADN, mais ce n'est pas suffisant, puisque à partir d'un brin, on a obtenu deux brins d'ADN. Alors pas de, non, à partir d'une matrice, enfin d'un double brin, c'est-à-dire d'une molécule qui est double brin, on a obtenu deux matrices, donc deux brins séparés, et à partir de chacun de ces brins, il y a eu donc la réplication de chacune des matrices, donc on obtient bien là deux molécules d'ADN. Bon, attention à ne pas se tromper. Et puis, à nouveau, on entre dans le deuxième cycle où on va faire la dénaturation à 95 degrés, donc séparation de tous les brins, donc des deux brins, séparation des deux brins de chaque molécule d'ADN. Autrement dit, puisqu'on avait deux molécules d'ADN, on a bien 4 brins qui se trouvent dénaturés, c'est-à-dire séparés. Puis on bascule à une température, alors ça se fait à une température de 95 degrés, puis on bascule à une température, une fois que la dénaturation est faite, hein, on obtient bien 4 brins séparés, et bien on fait l'hybridation des oligonucléotides amorces, donc en basculant à une température de 60 degrés, donc tout ça est fait automatiquement dans le thermocycleur, après avoir fait la programmation évidemment. Et puis ensuite on bascule à 72 degrés où la polymérisation se fait, c'est-à-dire la tag polymérase fait son travail, et on obtient bien 4 molécules d'ADN, avec chaque molécule contient 2 brins, et on va rentrer dans un troisième cycle, et au cours du troisième cycle, on recommence, on remet à 95 degrés, séparation de tous les brins, hybridation à 60 degrés avec les amorces, polymérisation grâce au tag polymérase, et on obtient 8 molécules d'ADN complètes, identiques évidemment. Donc l'amplification, on voit bien qu'elle se poursuit, et si on continue encore, on obtient évidemment une très très grande quantité d'ADN, donc il se trouve amplifié de manière exponentielle. Alors il faut faire attention parce que si on veut une séquence précise, en fait, là, vu qu'on a 2 brins, on peut choisir de prendre un brin ou l'autre brin selon
le désir du scientifique en fait. Bon, attention, il y a des fragments d'ADN recherchés, il y a des fragments d'ADN qui seront moins utilisés. Bon, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, à la fin du 3e cycle, par exemple, si on a fait 3 cycles, nous avons deux molécules du fragment d'ADN double brin de la bonne taille pour une molécule d'ADN de départ. Donc il faut faire attention à ça, mais bon, c'est compliqué, je ne vous en parlerai pas ici. Bon. Donc voilà, c'est donc à partir d'une animation que vous avez pu étudier. Maintenant, si on essaie de voir un petit peu plus en détail, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez continuer à écouter, allez-y, sinon je vous invite vous avez compris l'essentiel, vous pouvez arrêter d'écouter. Mais bon, je vais vous parler de quelques informations importantes concernant l'optimisation de la PCR et ensuite application dans différents domaines. Vous allez voir qu'on va trouver des choses quand même assez intéressantes. Pour réaliser une amplification sélective du fragment d'ADN recherché, l'expérimentateur va devoir optimiser les conditions expérimentales, c'est-à-dire les rendre le plus efficaces possible. Alors, dans les chapitres suivants, on va trouver quelques informations pour comprendre les critères et les limites dans le choix des différents paramètres. Concernant les amorces, alors les fameuses amorces, donc dans la mise au point de la réaction PCR, le choix des amorces est très très important. En effet, ces amorces ont un double rôle en s'hybridant à l'ADN matrice, c'est-à-dire la matrice, donc la molécule de départ, c'est-à-dire à partir de la molécule de départ, après la dénaturation, il va y avoir une hybridation sur l'ADN, sur un des deux brins qui servira de matrice, et elle délimite la région de l'ADN à amplifier. Et avec leur extrémité 3'OH libre, elles peuvent servir d'amorce pour l'ADN polymérase, donc la Taq polymérase ici. Donc deux choses importantes. Les oligonucléotides amorces vont s'hybrider aux extrémités de la séquence qui va être amplifiée. Il faut donc connaître les séquences nucléotidiques des extrémités de la région amplifiée. C'est évident. Si on a une certaine séquence sur la matrice, l'ADN la petite portion amorce va devoir s'hybrider, c'est-à-dire se fixer de manière complémentaire sur une petite partie de l'ensemble de la matrice à amplifier. Bon, donc c'est très important, donc il faut faire des études en parallèle pour savoir quelles amorces on va utiliser. On ne va pas mettre n'importe quoi, évidemment. Donc, c'est au niveau de ces extrémités que les oligonucléotides amorces vont s'hybrider, et pour faciliter le choix des séquences des deux amorces, des logiciels d'analyse de séquences permettent de vérifier les points suivants, 3 points en fait, des températures de demi-dénaturation que l'on appelle grand TM qui devront être comparables. Les oligonucléotides amorces doivent s'hybrider à l'ADN matrice dans les mêmes conditions de température, donc on en reparlera tout à l'heure dans la partie température, et les séquences ne doivent pas être ce que je veux dire, c'est que permettre de vérifier que les séquences qui ne soient pas complémentaires entre elles, en particulier dans la région 3', parce qu'évidemment là il y aurait un problème, puisqu'elles pourraient s'hybrider entre elles. Et des séquences qui ne contiennent pas de séquences répétées inversées, donc il n'y ait pas de repliement intramoléculaire. Bon, ça c'est un petit peu spécial, j'en parlerai pas. Il est alors possible de faire synthétiser les deux oligonucléotides, une vingtaine de bases. Alors, la synthèse chimique d'ADN permet d'obtenir des oligonucléotides dont l'extrémité 5' n'est pas phosphorylée, 5'OH entre autres, contrairement aux ADN naturels. Ainsi, tous les fragments d'ADN amplifiés par PCR sont déphosphorylés à leur extrémité 5'. Bon, vous voyez que il y a quand même des choses intéressantes à noter. Donc, concernant les températures, les 3 étapes constituant un cycle de PCR sont effectués à des températures différentes qui vont permettre le contrôle de l'activité enzymatique. Premièrement, l'étape de dénaturation est réalisée à 94-95 degrés Celsius pour une dissociation complète des deux brins d'ADN. Deuxièmement, l'étape d'hybridation se fait à une température grand T petit a qui sera définie selon la nature des amorces. Bon. Cette température va déterminer la stabilité des hybrides une fois que l'appariement amorce et matrice est réalisé. Voilà, et en effet, il ne faut pas que les amorces
se désunit de la matrice, sinon il y aura des problèmes, évidemment. Et troisième chose, donc l'étape de polymérisation se fait à 72 degrés. C'est la température de travail, entre guillemets, de manière optimale de l'ADN polymérase, donc la Taq polymérase, qui est thermorésistante. Au cours de cette étape, les brins complémentaires d'ADN sont synthétisés à partir des extrémités 3'OH libres des amorces hybridées, de manière à ce que les polymérases agissent, et il faut qu'il y ait bien ces extrémités 3', et donc il faut bien choisir les amorces, et à ce moment-là, les polymérases vont agir de manière à polymériser, à former le deuxième brin, en fait, à partir de la matrice, de manière la fixation se fait de manière basée sur le principe de la complémentarité des nucléotides. Alors, voilà. Ensuite, l'ADN matriciel, donc la matrice ADN, en fait, en théorie, une copie d'ADN de la séquence recherchée est suffisante pour avoir une amplification. Bon, maintenant, il faut tenir compte de la probabilité de rencontre des molécules d'ADN matrice avec les amorces. Et dans la pratique, plusieurs copies sont nécessaires pour avoir le résultat correct. Mais attention, la mauvaise qualité ou une quantité trop importante d'ADN matrice peut conduire à une amplification qui ne soit pas spécifique, voire une inhibition de l'enzyme. Alors ça, ce serait gênant évidemment. Dans ce cas, il est possible d'expliquer cette inhibition par la présence de choses qui vont contaminer, par exemple, qui proviennent d'échantillons de réactifs utilisés dans les protocoles d'extraction de l'ADN. D'où manipuler de manière très très consciencieuse et délicate. L'ADN polymérase. Alors, les premières ADN polymérases utilisées provenaient de bactéries thermophiles, résistantes à des températures très élevées, comme par exemple la Taq polymérase qui provenait d'une bactérie que l'on appelle Thermus aquaticus. De nos jours, les enzymes utilisées sont dites recombinantes, ce qui simplifie considérablement leur obtention, et leurs propriétés ont été largement modifiées pour les rendre plus efficaces et plus fidèles. Voilà. Donc, Taq polymérase, c'est très bien. Évidemment, il y a des évolutions dans les domaines techniques. Il faut un tampon. Un tampon, c'est utilisé pour la réaction qui permet de maintenir la température, enfin pas la température, mais le pH à un pH basique de 8,5 à 9 à peu près. Je n'en parlerai pas trop, pas trop en parler. En début d'expérience, il y a un large excès d'oligonucléotides amorces, donc là je parle des conditions expérimentales, ainsi que des désoxynucléotides triphosphates en quantité suffisante, donc qui doivent être en quantité excessive, saturée, pour synthétiser les copies d'ADN. Donc, je répète parce que vous n'avez peut-être pas compris. En début d'expérience, il y a un large excès d'oligonucléotides amorces, ainsi que des DNTP, donc à la fois les amorces et les oligonucléotides, doivent être en quantité surnuméraire. Suffisante en tout cas pour que la copie de l'ADN se fasse. Évidemment, s'il n'y a pas assez, par exemple, d'adénine, ça veut dire que on ne pourra pas créer de molécules complètes, évidemment. Donc, il faut s'arranger pour que dans le thermocycleur, il y ait tout ce qu'il faut en quantité suffisante. Donc, au fur et à mesure de l'avancée de la PCR, les copies d'ADN vont s'accumuler, évidemment. Cette augmentation de la quantité d'ADN s'accompagne d'une modification du milieu réactionnel. Il y a une certaine viscosité, donc qui va s'imposer évidemment. La viscosité va augmenter et les quantités d'oligonucléotides amorces et de DNTP vont évidemment diminuer. Alors ça pose des problèmes. De plus, la synthèse d'ADN est accompagnée par la libération de pyrophosphates et donc qui en concentration élevée vont inhiber l'activité de la Taq polymérase. Alors ça c'est très gênant évidemment. En fin d'expérience, les conditions expérimentales auront changé jusqu'à devenir de plus en plus défavorables à une bonne activité enzymatique. On peut comprendre alors que le nombre de cycles lors d'une expérience de PCR soit limité. Avant qu'il n'y ait trop de dégâts, on s'arrête à 30-40 cycles à peu près. Voilà. Donc voilà pour quelques précisions. Maintenant, essayons de redéfinir d'une manière un petit peu différente. Je vais redire un petit peu les mêmes choses, mais c'est pour arriver à des applications en fait qui seront intéressantes. Alors, définition de la PCR, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a déjà expliqué, donc je ne vais pas répéter. Le principe, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas répéter. Donc je vais arriver tout doucement à quelque chose qui est intéressant.
et que vous allez pouvoir trouver sur le site Unistra. Donc Open Lab Unistra, application de la PCR, c'est ce que je voulais vous montrer, vous expliquer. Application de la PCR est très couramment utilisée dans de très nombreux domaines. Alors, très nombreux domaines. En médecine, d'abord, on peut diagnostiquer des maladies génétiques, par exemple la myopathie, la mucoviscidose. On peut diagnostiquer également des infections virales. Alors, par exemple, le sida, l'hépatite C, le SRAS, S-R-A-S, donc SRAS, des infections bactériennes également, par exemple la tuberculose, ou parasitaires, par exemple la toxoplasmose, mais on peut également s'intéresser aux cas de cancer. En recherche fondamentale, les applications sont multiples et sont routinières. En médecine légale, pour identifier une personne par son empreinte génétique dans le cadre d'une enquête judiciaire par exemple, et même, très intéressant, pour un test de paternité. En agroalimentaire, on peut identifier des variétés ou des espèces végétales et animales pour sélectionner de nouvelles variétés de fruits et légumes, comme par exemple la tomate. En agroalimentaire, toujours pour le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires, on peut détecter la présence d'OGM dans un aliment, par exemple. Donc ça, c'est très important également. En histoire, par des études phylogénétiques, sur des squelettes fossiles, par exemple ADN fossile, on peut rechercher les liens de parenté entre les individus. Alors, cas les plus célèbres sont les enfants de Louis XVII ou ceux du tsar Nicolas II. Pour l'étude des migrations des populations humaines et animales, par exemple en Islande, les Indiens d'Amérique, etc. Donc, vous voyez, en histoire, on peut avoir des applications intéressantes. Toujours en histoire, pour la détection d'infections virales, bactériennes et parasitaires sur des momies égyptiennes et andines, par exemple HCLI et son équipe ont montré la présence du virus HTLV1 à l'origine du sida dans des momies de la cordillère des Andes datant de plus de 1500 ans. Vous voyez qu'on peut se poser la question sur l'origine du sida. On disait quelquefois que c'était en Afrique dû à des singes spéciaux, etc. Bon, maintenant on peut se poser la question. Je ne vais pas développer le problème. Alors, quelques exemples. On peut donner quelques exemples intéressants. Comment détecter des OGM dans les aliments ? Un OGM, donc organisme génétiquement modifié, est un organisme génétiquement modifié. Moi, je viens de le dire. C'est un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié par l'ajout d'un gène. Ou quelquefois de plusieurs gènes particuliers qui vont conférer à l'organisme de nouvelles caractéristiques, par exemple le gène de la résistance à un herbicide ou à un parasite. On pense au cas de la pyrale du maïs par exemple. Ces gènes ajoutés sont appelés des transgènes. Des laboratoires se sont spécialisés dans la recherche d'OGM dans de nombreux produits à la base de notre alimentation. Alors ça peut être le maïs, le soja, la farine, la semoule, le gluten, les cornflakes, l'amidon et dérivés, des extraits protéiques, du sirop de glucose, du lait de soja, tourteau, lécithine, etc. Après avoir extrait l'ADN des produits, ils font plusieurs PCR en utilisant différents couples d'amores spécifiques pour un transgène connu. Si le transgène n'est pas présent dans le produit, les amorces ne s'hybrident pas sur l'ADN et la PCR est négative. Au contraire, si le transgène est présent, il sera détectable par l'obtention d'un produit d'amplification et la PCR dans ce cas est positive. Donc vous voyez, c'est intéressant. Donc, on pourrait chercher les OGM dans les aliments. Application également en médecine, on va prendre des exemples. L'utilisation de la PCR dans les laboratoires de diagnostic moléculaire se fait de manière routinière. Maintenant, ça devient la routine. En cancérologie notamment, le but sera de détecter des mutations connues pour certains gènes spécifiques du cancer. Cette technique de diagnostic sous-entend que l'on connaisse le gène qui est déficient. Donc des études en parallèle sont indispensables et les différentes mutations possibles qui sont alors responsables d'un certain type de cancer. Par exemple, de nombreuses recherches ont été faites sur le cancer du sein, concernant donc les gènes BRCA1 et BRCA2, cancer de la prostate également et cancer de la thyroïde. On sait maintenant que les mutations dans le gène BRCA1
donc BRCA1 plutôt, enfin, le gène BRCA1 sont les plus fréquentes, donc les mutations du gène BRCA1 sont les plus fréquentes, et prédisposent à la majorité des cancers familiaux du sein et de l'ovaire également. Les mutations du gène BRCA2 sont plus fréquentes dans les populations anglo-saxonnes et nordiques. La recherche de mutations dans ces gènes se fait dans le cadre du dépistage de cancer uniquement dans des familles à risque, sinon cela revient à coûter trop cher. Là, évidemment, toujours les problèmes d'argent. Bon, une autre technique qui commence à être de plus en plus utilisée est la détection de marqueurs de tumeurs. En effet, ce qui différencie une cellule normale d'une cellule tumorale, c'est que cette dernière présente de nombreuses mutations ayant pour conséquence une altération du métabolisme cellulaire et une dérégulation du cycle cellulaire, donc succession, interphase, division cellulaire. Ces modifications rendent la cellule immortelle et dans certains cas, la cellule devient mobile, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus partie du tissu donné. Cette cellule n'a donc plus le même phénotype et elle se met à exprimer de nouvelles protéines, sachant qu'elle peut aller à droite et à gauche et provoquer à la longue ce que l'on appelle des métastases, notamment lorsque les cellules vont circuler dans le sang et aller s'implanter ailleurs, pour généraliser éventuellement un cancer. Donc ces nouvelles techniques permettent surtout à partir d'une prise de sang de doser les protéines exprimées en grande quantité dans les cellules tumorales et de manière non spécifique. Mais dans certains cas, le dosage de ces marqueurs tumoroprotéiques n'est pas assez fiable et d'autres techniques ont été développées. Alors en effet, après l'extraction de l'ARN messager à partir du sang prélevé sur le patient, alors l'ARN messager, c'est un petit peu une copie d'un gène. Bon. Donc je disais, en effet, après extraction de l'ARN messager à partir du sang prélevé sur le patient, une étape de reverse transcription à partir d'une transcriptase reverse, en fait, de cet ARN messager en ADN. Enfin, on fait une étape de reverse transcription de l'ADN. Au lieu de passer de l'ADN à l'ARN messager, on fait le contraire. À partir de l'ARN messager, on est capable d'avoir la molécule d'ADN. Ça s'appelle une transcription reverse, grâce à une enzyme que l'on appelle la transcriptase reverse. Et notamment, dans le cas du sida, il existe une transcriptase reverse, donc qui pose évidemment le problème de la transformation d'un ARN messager en ADN, l'ADN viral en fait qui va se mettre dans l'ADN de la cellule en question, notamment les lymphocytes T4 par exemple, qui sont le pilier des réactions immunitaires. Bon, donc on bascule donc de l'ARN en ADN. Donc on peut faire une PCR pour détecter la présence de ce marqueur de tumeur ARN, et cette technique utilise avant l'étape de PCR une enzyme capable de transcrire l'ARN en ADN, comme je vous ai dit, comme le fait la transcriptase reverse du virus du sida par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette technique est pour le moment très peu utilisée en routine car elle est difficile à mettre au point et cela revient très cher, donc toujours ces fameux problèmes d'argent. Dans le cas du cancer différencié de la thyroïde, les médecins peuvent suivre l'état de leurs patients en dosant la quantité d'ARN messager de la thyroglobuline, protéine très fortement exprimée par les cellules tumorales de la thyroïde. Cette technique a été récemment proposée comme une alternative prometteuse plutôt que l'utilisation du dosage de la protéine, donc thyroglobuline, directement. Bon, attention, il faut savoir que la présence de certaines mutations dans certains gènes n'entraîne pas forcément un cancer. Il faut aussi ajouter à cela deux composantes. La première, c'est que chaque personne est différente et ne va pas réagir de la même manière aux mutations, aux traitements, etc. Et que deuxièmement, il existe une composante environnementale. Vous avez dû entendre parler de l'amiante, de certains virus, des ondes électromagnétiques, téléphones, lignes de haute tension, etc. Bon, de nombreuses études sont encore à faire là-dessus, tout n'est pas prouvé. Bon, maintenant, il y a des choses qui sont évidentes, dont nous ne parlerons pas ici. En histoire, l'ADN prélevé sur des restes anciens de plantes et d'animaux est appelé ADN fossile. Alors, on peut polariser sur est-ce qu'on peut refabriquer entre guillemets des mammouths en faisant un petit peu de biologie moléculaire. Bon, le problème est très compliqué, bon, c'est très peu probable. Bon. La recherche sur l'ADN fossile est une activité scientifique très médiatisée et il y a un film qu'on appelle Jurassic Park qui
qui est un petit peu, alors je dis pas une anticipation, mais bon, un petit peu de la science-fiction et qui fait un peu rêver. Bon, pas forcément de la bonne façon. Donc juste à la sortie du film en 93, une équipe de chercheurs a réussi à extraire de l'ADN à partir d'un charançon fossilisé d'un ambre vieux de 130 millions d'années. Bon, un charançon, voilà. C'est-à-dire un petit insecte qui a une espèce de trompe et qui va percer les choses, ou, bon, par exemple du bois, etc. Bon. En général, l'extraction d'ADN fossile pose de nombreux problèmes. L'ADN fossile est un matériel très fragile et soumis à différentes contraintes environnementales qui ont pour conséquence sa dégradation. Mais l'ADN peut être sauvegardé dans différents tissus. L'ADN est extrait à partir de tissus mous issus de restes momifiés par exemple ou de spécimens naturalisés. Et la conservation des tissus mous peut résulter de processus naturels comme la congélation en milieu froid. Alors, dans le cas d'Otzi, l'homme des glaces par exemple retrouvé dans les Alpes à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, ou la dessiccation dans les déserts chauds et secs. Les tissus mous peuvent aussi être conservés de manière artificielle, par exemple les momies, animaux taxidermisés, herbiers de collection, spécimens conservés dans l'alcool. On peut également extraire l'ADN à partir de tissus durs, des os, des dents par exemple. Les milieux froids, les déserts chauds et secs, les tourbières et les fosses à goudron préservent mieux l'ADN ancien. Dans une perspective d'évolution moléculaire, les séquences peuvent servir à déterminer les relations de parenté entre les espèces actuelles et fossiles. Donc là, on rejoint le terme de phylogénie. La première étude publiée sur l'ADN fossile a permis, à partir d'une peau naturalisée de 140 ans, de construire un arbre phylogénétique fondé sur des données moléculaires reliant le quagga, donc qui est l'ancêtre du cheval, aux espèces d'équidés actuelles. Cette analyse et les suivantes ont montré que les quaggas étaient étroitement apparentés aux zèbres de Burchell ou zèbres communs. Alors voici quelques exemples qui ont changé l'histoire. Ces dernières années, plusieurs études ont porté sur la famille Romanov. Selon l'histoire officielle de l'URSS, le dernier tsar Nicolas II aurait péri la nuit du 16 juillet 1918 avec toute sa famille, son épouse et ses 5 enfants, ainsi que quelques serviteurs. Cependant, en 1920, une jeune femme connue sous le nom d'Anna Manhattan Anderson, alors pas Manhattan mais Manahan, donc Anna Manahan Anderson, prétend être la plus jeune des filles du tsar, la grande duchesse Anastasia, qui aurait échappé au massacre. Si bien que des gens la soupçonnèrent d'imposture. Elle fut reconnue comme Anastasia par des membres de la famille impériale, comme la princesse Irène, donc la tante d'Anastasia, ou le grand-duc Alexandre, c'est-à-dire cousin de Nicolas II. La possibilité de séquencer l'ADN ancien allait permettre d'établir la vérité. Anna était morte depuis plusieurs années, mais on possédait une biopsie intestinale d'elle. On put en extraire de l'ADN et séquencer les fragments d'ADN mitochondrial. Ces séquences furent comparées à celles des membres de la famille, donc des membres vivants de la famille de la tsarine, dont le duc d'Édimbourg. Il fut ainsi prouvé que Anna Manahan ne pouvait en aucun cas être la fille de la dernière tsarine. Autre cas en histoire, selon l'histoire officielle, le jeune roi Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, est mort au Temple le 8 juin 1795. Mais la rumeur se propagea rapidement que l'enfant mort au Temple n'était pas Louis XVII, mais une doublure qu'on lui avait substituée pour mettre à exécution un plan d'évasion. Dès la Restauration, avec un grand R, de nombreux prétendants au nom de Louis XVII se firent connaître. On en compta même jusqu'à New York, aux Seychelles, aux Açores et en Dalmatie. Le prétendant le plus sérieux fut Naundorf, qui se fit reconnaître comme étant Louis XVII au début de la monarchie de Juillet par quelques vieux serviteurs de Versailles ou des Tuileries, notamment par Madame de Rambaud, gouvernante de Louis XVII. Son cas ne fut tranché que très récemment grâce à son ADN prélevé sur son squelette et à l'ADN extrait du cœur de l'enfant mort au Temple que le médecin responsable avait conservé. La séquence des bases de certaines zones de l'ADN mitochondrial fut établie pour les 2 sources et comparée avec la séquence correspondante établie
chez des descendantes de Marie-Antoinette. Il fut alors clairement montré qu'il était impossible que Naundorf soit le fils de Marie-Antoinette, mais que, par contre, l'enfant mort au temple était très probablement Louis XVII. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite anecdote. En 1995, 150 ans après sa mort, les yeux de John Dalton ont pu être analysés. La déficience visuelle du découvreur du daltonisme était liée à l'absence du gène MW opsin. Le cours est terminé. Merci.